Tout d'abord, je suis très contente d'être ici. Il se trouve que j'étais déjà venue il y a 3 ans, donc je suis encore plus heureuse de venir et de voir ces rencontres croître. Je vais profiter un tout petit peu de ce temps d'intervention pour vous faire quelques petites présentations, parce qu'il se trouve que la campagne des appels à projets va se lancer. Donc je vais en profiter justement pour... d'une part, vous les présenter en avant-première, puisque la note d'information qui lance officiellement la campagne n'est pas encore publiée. Donc les informations que vous allez avoir là sont à prendre en avant-première. Et ensuite, je terminerai dans une seconde partie par vous faire un panorama des financements, entre autres, du PHRIP, ce qui nous regroupe peut-être un peu plus ici, et vous annoncer du coup quelques chiffres. J'essaierai de faire court, la présentation elle sera à votre disposition, les chiffres aussi. J'ai la chance d'être là jusqu'à demain, milieu de matinée, ou fin de matinée plus exactement. Et donc je suis vraiment à votre disposition pour poser toutes les questions et répondre surtout à toutes vos questions. N'hésitez pas à venir me voir à tout moment. Et comme le disait l'équipe d'organisation, pour des moments informels, c'est important qu'on puisse échanger. Alors, pour ce qui nous concerne. Oui, je vais essayer de monter la voix surtout. Alors, c'est le pointeur. C'est pas grave, on va y aller avec les flèches, vous inquiétez pas. Alors, hop. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter la campagne. Voilà, merci. La campagne 2020 qui va se lancer. Alors, nous structurons en fait les appels à projets en 5 programmes de recherche. Je vais surtout me focaliser sur celui que je ne vous présenterai plus, qui est le PHRIP que vous connaissez. Mais j'aimerais vous en présenter 2 autres, parce que je vais vous rappeler quelque chose. Le PHRIP est un programme de recherche sur appel d'offres qui est ouvert à ce qu'on appelle encore, je suis désolée, c'est la nomenclature, infirmiers et auxiliaires médicaux ou paramédicaux. Mais en revanche, tous les autres programmes qui sont ouverts par la DGES sont ouverts à toute catégorie. Donc j'aime bien terminer par un message fort, je vais le commencer cette fois-ci. Celui d'il y a 3 ans, c'était oser déposer des projets de recherche. Celui de cette année, ça va être oser les déposer aussi aux autres appels d'offres. N'hésitez pas, ce sont des programmes qui sont avec des visées différentes, et donc on peut avoir soit plusieurs idées de recherche, soit plusieurs approches, et peut-être que le PHRIP est dans certaines situations pas le meilleur outil que vous pouvez, auquel vous pouvez candidater avec votre question de recherche. Alors, pour ce qui concerne du coup, ces programmes de recherche, ils sont pilotés pour les 4 dont je vais vous parler, donc le PHRC, qui a pour ici l'avantage d'être existant depuis 1992, donc il a un poids, c'est son historique, il a un deuxième poids, c'est sa taille, et il ne désemplit pas. J'en parlerai pas plus aujourd'hui. Vous avez le PHRIP, on en reparlera tout à l'heure, et vous avez 2 autres programmes qui sont le PREPS et le PRME. Ça fait beaucoup d'acronymes, j'en suis désolée, on est des adeptes au ministère de la Santé de rajouter des couches d'acronymes, donc si c'est incompréhensible, n'hésitez pas, pareil, à me poser toutes les questions nécessaires. Alors, voici les programmes dont il s'agit. Ceux où j'aimerais vous faire un zoom en tout premier lieu, il s'agit du PRME et en second lieu du PREPS. Donc, pour vous les présenter, l'un s'appelle en fait Programme de recherche médico-éco. Donc, les objectifs et le champ de recherche sont l'efficience des technologies de santé, l'innovation ou des parcours de santé. Et le second, le PREPS, Programme de recherche sur la performance des systèmes de soins. C'est l'efficience des offreurs de soins et de dispositifs destinés à améliorer la qualité des soins et des pratiques. C'est pas forcément pratique, on va essayer de voir ensemble comment il se positionne. Alors, il se positionne comme suivant. Il se trouve que cette diapositive, en fait, vous la retrouverez dès que la note d'information des appels à projets sera publiée. C'est la première des annexes. Et donc, elle permet tout simplement de positionner les différents guichets d'appels d'offres qui s'offrent à vous.
Donc, comme je vous l'ai dit, la note d'information, j'aurais aimé venir aujourd'hui avec une date officielle d'ouverture. La conjoncture actuelle fait qu'il y a un petit embouteillage au niveau de ce qu'on appelle l'organe de publication des notes et instructions qui s'appelle Légifrance. Donc c'est juste un petit délai parce que l'actualité est brûlante sur d'autres sujets, mais elle ne devrait pas tarder à être publiée. Et les modalités seront les mêmes que les années précédentes. Donc en avant-première, pour le coup, vous êtes les premiers à le savoir, la campagne s'ouvrira officiellement dans maintenant quelques semaines, plus exactement 14 ou maintenant 13 jours ouvrés, pour un dépôt des lettres d'intention, puisque je vous rappelle que le processus de sélection s'effectue en 2 étapes. Et donc la date a été fixée au 10 mars 2020 avant 18h. Donc je vous dis go, c'est quasiment demain. Ce schéma vous permet de vous résumer très rapidement en fait, les différentes étapes de sélection, à savoir que nous sommes donc sur un appel d'offres en 2 étapes, un jury de présélection et un jury de sélection. Et à partir de maintenant, je vais vous faire 2 catégories et 2 groupes qui sont la réalité en fait, de l'évaluation, à savoir les PRME et les PREPS. Pour la raison pour laquelle ils sont regroupés, c'est que en fait, les jurys sont constitués de représentants des institutions publiques. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que vous ayez en tête au moment où vous écrivez votre lettre d'intention. Quand vous écrivez votre lettre d'intention avec un objectif pour déposer une idée de recherche au PREPS ou au PRME, ce sont des institutionnels que vous avez en face et qui vont évaluer la première étape des dossiers. Ce ne sont donc pas nécessairement des équipes ou des chercheurs. Donc attention, ce n'est pas le même public de sélection en première étape. En revanche, pour ce qui concerne le PHRC et le PHRIP, c'est un peu plus, on va dire, attendu et classique. Il s'agit d'un jury de chercheurs et qui est le reflet en fait des grandes thématiques qui ont été déposées en lettre d'intention. La deuxième étape est par contre commune en termes de processus d'évaluation, à savoir des experts scientifiques, qu'ils soient méthodologistes, qu'ils soient médico-économistes ou qu'ils soient des différentes disciplines de la recherche. J'ai oublié de vous préciser, c'est sur une année calendaire et donc les objectifs qu'on se fixe, c'est de toujours pouvoir répondre à une lettre d'intention qui est déposée au mois de mars par le financement des équipes de recherche au mois de décembre. Alors, on parlait de priorité. C'est difficile pour moi de balancer entre 2 choses. La première, c'est que tous ces appels, tous ces projets, enfin tous ces programmes de recherche sont dits blancs, donc à savoir il n'y a pas de thématique privilégiée, ou plus exactement il n'y a pas de thématique qui ne puisse pas appliquer un de ces appels à projets. En revanche, il y a 3 priorités thématiques qui ont été annoncées en 2018, qui ont été reconduites l'année dernière et qui sont reconduites à nouveau cette année. La première, qui existe depuis très longtemps et qui est quasiment historique dans les appels d'offres, c'est le soin premier ou soin primaire. Le second, c'est la psychiatrie, avec un focus tout particulier sur la pédopsychiatrie. Et enfin, tout type de prévention. Donc on est sur une prévention qui est très large, primaire, secondaire, tertiaire. Tout est possible, tout est permis. Voilà. Ce que je vous propose pour essayer de réguler mon temps de parole et surtout vous laisser à vous la parole, c'est que comme les diapos sont à votre disposition, les objectifs de ces différents programmes sont disponibles. Et donc je vais passer très rapidement à la partie qui peut-être nous intéresse un peu plus, du moins pour lancer les idées, qui est le zoom sur le PHRIP. Donc vous avez ces différentes diapositives, je suis désolée de les passer, mais je pense que c'est important qu'on garde un temps d'échange. Et globalement, je vous ai fait un résumé en vous les présentant, à savoir que les modalités de sélection sont légèrement différentes selon l'appel d'offres auquel vous souhaitez appliquer. Voilà, je vais passer jusqu'ici. Je voudrais vous faire un petit point sur les contacts précoces qu'il faut activer absolument quand on se lance en équipe ou en réseau de projets de recherche. J'ai délibérément pas mis dans cette slide le réseau, puisque c'est la base et en général c'est même le socle d'une idée de recherche. Elle n'arrive pas toute seule. Et ces contacts précoces sont à activer très rapidement.
Vous en avez plusieurs, ils peuvent être au sein de votre établissement, ça peut être un petit peu plus loin, la porte du GIRSI, à ne pas oublier. Ça peut être encore plus près, la porte de la DRCI ou tout autre groupement. Mais ce sont des soutiens qui sont importants, qui sont là pour vous aider au montage de projet, qui sont là pour vous aider au montage du budget du projet, et c'est quelque chose qui est très important. Et qui sont là pour vous accompagner tout au long d'un projet quand il a été sélectionné et financé. Chose aussi importante, je vais vous donner du coup, dans cette slide, vous avez un lien. Comme d'habitude, on fait des liens très friendly, j'en suis désolée. Mais vous avez toujours publié sur les pages du ministère la liste complète des projets qui ont été retenus. Servez-vous-en, ça peut donner des idées, ça peut permettre du réseau. Et surtout, ça vous donne en fait un panorama des projets de recherche qui sont en cours de réalisation. L'autre outil qui vous permet de faire ça, c'est toutes les bases type NCT, qui sont aussi des bases qui vous permettent de voir quels sont les états d'avancement des projets de recherche à l'heure actuelle dans vos thématiques. Un petit rappel sur la politique de suivi qu'on effectue d'un point de vue financier pour les projets de recherche. Je vous ai dit que la première tranche de financement était toujours donnée au mois de décembre, une fois que la sélection était terminée. En fait, l'enveloppe qui est demandée est coupée en 5 parties. C'est assez reproductible pour tous les appels d'offres. Il n'y en a qu'un seul qui est le translationnel que je ne vous avais pas longuement présenté, mais qui, voilà, pour des raisons d'établissement, suit un autre schéma budgétaire. Mais l'enveloppe budgétaire est coupée en 5 étapes. Et les choses qui sont très importantes à avoir en mémoire, c'est que ces étapes, en fait, elles vous attendent. Elles attendent l'état d'avancement du projet. Si le projet avance plus vite, les états financiers avancent plus vite. Si le projet met un petit peu de temps, a du mal à un moment clé ou crucial de son évaluation et de son évolution, eh bien, les crédits sont alloués, ils attendent. Et on les a sanctuarisés de façon à pouvoir être là à l'accompagnement du projet quand il y en a besoin. N'hésitez pas à relancer vos structures quand vous avez avancé vos projets. J'ai un certain nombre d'échos, et c'est pour ça que c'est important pour moi d'être là aujourd'hui et dans la partie informelle, poster ou autre, où je vois qu'il y a un léger décalage entre l'état d'avancement de vos projets et l'état des demandes financières que fait votre établissement auprès de nos services. Et ça peut avoir des impacts directs sur vos capacités à partir en congrès, par exemple, ou à libérer du temps pour pouvoir analyser l'ensemble des données que vous êtes en train de collecter. Donc n'hésitez pas, c'est important de relancer également vos supports administratifs. Alors, pour le circuit de financement, il est assez simple. Il s'agit en fait d'une délégation qui part en fait de l'assurance maladie et qui passe par le canal des ARS. Donc, c'est généralement 3 circulaires budgétaires. Une au printemps qui va bientôt avoir lieu. Celle du mois de décembre tarde pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure à être publiée, mais les établissements et les ARS sont déjà au courant des fonds qui sont en train de transiter. Et donc ça passe par l'établissement de santé gestionnaire des fonds qui va pouvoir reverser aux différents établissements de santé co-investigateurs quand il s'agit d'études multicentriques par exemple. Donc tout se fait avec un conventionnement direct, donc votre interlocuteur privilégié et à ce moment précis, l'ARS. Alors, place au PHRIP dans les appels à projets ministériaux. La difficulté que nous avons dans la classification des appels à projets, c'est qu'on a une grande catégorie qui est moins fine que les objets de recherche qui vont être présentés pendant ces 2 jours. C'est qu'en fait, la classification des projets que l'on opère sont la psychiatrie, l'addiction et la santé mentale. Donc effectivement, vous allez peut-être avoir des chiffres qui sont légèrement différents des miens. Je suis ouverte bien sûr à réviser cette cartographie, il n'y a aucun tabou. Mais il se trouve que c'est une catégorie qui est plus large que les objets des rencontres de ce jour et de demain. Alors, ça va être parti pour les chiffres, j'en suis désolée. Pour la santé de ces appels à projets, nous recevons à peu près 800, pour l'année dernière, presque plus de 840, 850 lettres d'intention. Vous avez un code couleur, donc à chaque fois dans toutes mes diapositives, vous allez retrouver le PHRIP est en bleu. Et donc, cette diapositive commence en 2013 et s'arrête l'année dernière. 2013, c'est l'année où
Victime de son succès, nous avons été obligés de passer en fait en appel d'offres avec une lettre d'intention puis un dossier complet. Avant, c'était un dossier intégral, donc qui était beaucoup plus lourd et qui faisait que l'appel d'offres commençait à prendre plus d'une année de temps d'évaluation pour que l'évaluation soit sérieuse. Donc depuis 2013, en fait, le PHRIP a une courbe qui, c'est dommage que je n'ai pas les tout derniers chiffres, mais en sélection finale, est en train de passer en fait au-dessus du PREPS. Donc le PHRIP commence à avoir une inflexion qui va vers le PHRC. Et donc c'est un élément qui est très important parce que ça veut dire que depuis sa première édition, 2010, qui certes était réservé aux infirmiers, c'est ouvert dès l'année d'après aux paramédicaux et ne désemplit absolument pas. Pour ce qui concerne la sélection de cette année, je dirais qu'on a fait sauter la banque. Il se trouve que cette année, on a pu financer 184 projets et que pour l'intégralité du travail admirable qu'a fait le jury du PHRIP, tous les projets qui avaient été classés et interclassés par le jury ont pu être sélectionnés. Ça ne veut pas dire que, et j'en suis désolée, que ceux qui n'ont pas été retenus et qui peut-être sur le logiciel que vous connaissez, Innovarc, ont un commentaire qui est un petit peu lapidaire, qui est non prioritaire. Ça ne veut pas dire que les projets de recherche qui ont été déboutés cette année sont mauvais. Ça veut simplement dire qu'à un moment donné dans le processus d'évaluation, je pense que je pourrais laisser la main plus librement à Chantal Aymar sur ces aspects-là. C'est simplement que c'est des visions prioritaires qui ont été émises par les projets. Donc là, vous avez la possibilité de rebondir, il faut l'apprendre, de resoumettre. Ça fait partie du travail de chercheur, de tomber, de se relever, de redéposer. Et c'est là où vous avez besoin des accès précoces que vous avez lancés au démarrage pour vous aider à rebondir. N'hésitez pas, pareil, à revenir vers moi, même si vous voyez qu'avec les chiffres, c'est un peu écrasant et que je n'ai pas forcément une facilité à répondre rapidement. Pour avoir des informations complémentaires et vous aider s'il y a quelque chose qui était obscur ou mal compris dans le processus d'évaluation. On est là pour ça. Et je vous rappelle que tous ces chiffres en fait sont à disposition publique, y compris les nombres de dossiers déposés initiaux, nombre de projets intermédiaires et nombre de projets finaux. Vous pouvez nous les demander, ils sont tout à fait publics. Concernant le PHRIP, je vous disais, donc 34 projets cette année sélectionnés. Donc c'est le plus haut taux de réussite depuis le démarrage de l'appel d'offres. En termes de budget, ça commence à faire un petit peu. Et donc, comme le disait tout à l'heure notre hôte, nous avons atteint presque les 8 millions d'euros pour le programme PHRIP. C'est toujours compliqué de monter, c'est encore plus compliqué de redescendre. Donc la balle est dans votre camp et donc on vient d'atteindre les 216 projets financés. L'un d'entre eux est en fait une soutenance de thèse parce que sur l'amorce du programme, il y a eu un soutien à un programme de recherche par la soumission d'une thèse. Et donc on atteint un total de 33 millions d'euros dédiés aux soins infirmiers et paramédicaux. En ce qui concerne en fait les autorisations d'engagement, je vais arrêter de vous assommer avec des chiffres, mais pour cette année, particulièrement si on zoome en santé mentale, le total de l'enveloppe est de 4,8 millions d'euros pour ce qu'on appelle la santé mentale au sens large, 25 projets, donc effectivement on en a un petit peu moins en psychiatrie dans ce total. Pour les typologies de déposants, je voudrais aussi réenfoncer quelque chose. Le PHRI 2010 était ouvert aux infirmiers. Les années d'après, ça s'est ouvert aux paramédicaux. Et voici les chiffres pour 2019. 40% des déposants étaient dans la catégorie autres, auxiliaire médical. Vous avez ici en fait un diagramme qui vous représente ces différents corps de métier. Et parmi la catégorie infirmière qui avoisine les 60%, vous avez 8% d'infirmiers avec une spécialité en psychiatrie et addicto uniquement. Donc ça, ce sont des chiffres sur les déposants des lettres d'intention. Vous avez une revue que je vous invite à lire et qui a été écrite par ma prédécesseure, Louisa Stuve, en partenariat entre autres avec
Chantal Aymar, et qui vous fait vraiment un panorama et les perspectives du PHRIP de sa première année jusqu'à la date cruciale de 2015. Et enfin, pour terminer, je vous invite à regarder les quelques exemples que nous avons sélectionnés de projets financés qui sont dans le scope de nos journées de rencontres. Je vous dirais, a priori, il y en a quelques-uns qui vont se reconnaître. Je n'ai pas mis les noms délibérément. Ils sont disponibles sur le site du ministère dont je vous ai donné le lien tout à l'heure. Et du coup, je vous invite à trouver qui c'est, échanger avec eux. Et à l'inverse, pour ceux qui se reconnaissent là, de venir me voir pour justement que je puisse savoir de façon informelle où est-ce que vous en êtes. Voilà, je vous remercie. Ça, c'est une seconde liste. Et je tenais à vous indiquer qu'il y a de plus en plus des travaux qui sont effectués sur le suivi des projets PHRIP financés. Donc n'hésitez pas quand vous êtes sollicité à dire où vous en êtes. Et justement, c'est un début de réseau, il est important. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup Aline Guercy pour cette présentation claire et pour avoir rappelé, je vais laisser la parole aux questions, pour avoir rappelé effectivement la possibilité et l'intérêt même pour les professionnels infirmiers de déposer sur d'autres projets que le PHRIP. Mais effectivement sur le PREPS et le PRME, parce qu'effectivement on voit très souvent des projets qui arrivent au PHRIP et qui relèvent d'approches sur les organisations, le management, et qui du coup peuvent être refusés par rapport à leur non-pertinence du cadre du PHRIP, alors qu'ils ont un intérêt fort pour la recherche. Donc merci de l'avoir vraiment rappelé. Parce que parfois les personnes ne comprennent pas. Alors parfois, on dit des choses, candidater ailleurs, on explique, mais parfois les personnes ne comprennent pas. Alors c'est aussi lié au fait qu'au tout début du PHRIP, les projets, la première année, les 2 premières années, ou la première année, qui étaient financés, portés étaient assez ouverts, et pouvaient porter aussi sur des problèmes, sur des problématiques d'organisation. Et aussi un tout grand merci pour avoir aussi pointé la nécessité de suivre le budget. Parce que bien souvent, j'ai souvenir, lorsque je présidais le PHRIP, de personnes qui me contactaient en me disant « mais je ne comprends pas, je veux participer à un congrès, mon centre hospitalier me dit non, mais pourtant il me semble bien que je l'avais mis dans le budget ». Voilà. Donc, effectivement, c'est aussi une activité qui n'est pas forcément une activité des plus marrantes, mais de suivre le budget de la recherche que l'on conduit et pour lequel on a été financé. Voilà. Et merci aussi pour rappeler, parce que c'est aussi souvent des choses qui se disent, c'est marrant, comme parfois on entend des personnes dire oui, mais la recherche en psychiatrie, elle n'est pas valorisée, il n'y a aucun projet qui est financé. Ben si, et on le voit bien, qu'effectivement la recherche en santé mentale est non seulement soutenue, mais aussi c'est un critère de qualité, c'est-à-dire dépose des projets qui sont d'un très très bon niveau pour justement retenir l'attention des financeurs de recherche. Donc, merci. Alors, des questions. Allez-y, pour débattre. Allez-y, osez. Ah voilà. Vas-y, Didier Lecordier. Bonjour, Didier Lecordier, rédacteur en chef de la revue Recherche en soins infirmiers. Je vous remercie de votre intervention. Ce n'est pas tellement une question, mais plutôt un commentaire, ou du moins un rêve. J'aimerais vous voir revenir, peut-être pour les 8e, les 9e ou les 10e rencontres, et faire non plus la promotion ou seulement des PHRIP, des PREPS ou des PRME, mais aussi des PRT.
C'est-à-dire des projets de recherche translationnelle Alors, qui attesteraient de la visibilité et de la reconnaissance d'une activité de recherche plus fondamentale que réalisent à la fois des théoriciens et des théoriciennes, et qui soutiendrait l'articulation qu'il y a entre ces travaux-là et la clinique, bien sûr, que ce soit dans un sens, c'est-à-dire éprouver des nouveaux concepts ou des théories qui émergent au niveau de la clinique, ou dans l'autre sens, c'est-à-dire la théorisation de pratiques. Donc voilà, je fais ce rêve, et peut-être vous avez à me faire espérer cette évolution, et je suis bien conscient du travail qui nous reste à faire, mais on peut espérer, dans le développement de la discipline des sciences infirmières, voir émerger ce soutien. Merci. Alors, c'est effectivement, malheureusement par choix du temps, de ne pas avoir pu présenter ce programme qui est, lui, plus en amont de ces appels d'offres. Il se trouve que j'en suis issue, donc je le connais vraiment très bien. Et en fait, il est délégué et piloté par 2 instituts. L'un, l'Agence nationale pour la recherche, l'ANR. Et donc, c'est tout ce qui concerne les projets de recherche, à l'exception de ceux qui sont dédiés à la cancérologie. Et le deuxième, c'est l'INCa. Donc, en fait, c'est ces 2 instituts qui copilotent d'un point de vue budgétaire. Le schéma budgétaire, il est compliqué puisqu'il faut mettre des fonds de recherche et des fonds de santé ensemble pour avancer sur un projet de recherche qui, justement, va de la clinique au fondamental et inversement. Et c'est 2 programmes où il faut bien sûr pas hésiter à postuler si l'idée de recherche est dans ce scope-là. Mais ce sont des programmes qui, en ce qui concerne l'appel d'offres côté ANR, est assez faible et qui a bien sûr besoin d'un coup de pouce pour pouvoir faire monter ce transfert. Donc j'ai noté, je le présenterai plus la prochaine fois. Notez. Juste dans cet ordre d'idée, il y a un point qui est important aussi, c'est la publication, que ce soit des projets de recherche qui ont été financés. Alors, c'est un critère de suivi, en principe, des projets, c'est-à-dire est-ce que les projets sont menés à terme, jusqu'où ils vont, et dans des souvenirs que j'en ai, je n'ai pas actualisé, mais au niveau du PHRIP, il y avait un très très bon score d'inclusion, par exemple, si on compare par rapport à d'autres, et puis de publication. Et de publication et de communication. Et c'est vrai que là aussi, les journées comme aujourd'hui, où les personnes peuvent présenter l'avancée de leur projet, sont très 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 importants, parce qu'il ne suffit pas d'avoir obtenu un financement. Bon, c'est vrai qu'on est très content quand on a obtenu un financement, on est très honoré, on est reconnu, on se dit ça y est, j'ai le Graal. Mais c'est vrai, je ne veux pas dénier ça, attention. Mais c'est pour moi le début. C'est le tout début de l'aventure, parce qu'après, il faut la mener à bien, la recherche, et ce n'est pas toujours facile pour ce qu'on a posé en termes d'inclusion, etc. Et puis, il faut la publier, communiquer dessus et publier. Et par rapport à la recherche translationnelle, si vous voulez, c'est un point très important de pouvoir montrer dans ces communications et ces publications comment ces travaux de recherche, ou cette recherche, elle a un impact dans la pratique, et qu'elle se diffuse, pas uniquement dans l'endroit où la recherche a été faite, mais dans d'autres, par les réseaux. Donc ça aussi c'est important, c'est-à-dire qu'on peut avoir une action sur la diffusion et le transfert des recherches par ce qu'on en fait nous-mêmes. Pardon. Voilà, donc Jean-Louis Jonin de la FNAPSI et personnes concernées. Donc, nous venons de remplir la salle principale de la mairie de Lyon mardi avec 300 personnes, avec les états généraux de la santé mentale. Et je découvre ce monde de la recherche. Moi, ce qui me semble important, c'est faire la recherche de l'origine de la maladie déjà. Donc, savoir comment, dès les premiers instants, comment gérer les problèmes. Ça convient pas bien, madame? Donc,
Je ne suis pas trop dans la recherche, mais ce que je vois, c'est améliorer, c'est trouver l'origine de la maladie. On la connaît à peu près toutes, je pense. Et pour que cette maladie, on arrive à la maîtriser. Et en somme, ce que je disais mardi, c'est que la maladie, ça nous transforme, ça nous fait grandir. Au contraire, c'est quelque chose, c'est pas une terre, c'est quelque chose qui est plutôt positif à condition de la combattre. Voilà mon discours que je disais. Et aujourd'hui, voilà ma pensée, c'est l'origine, comment aider les premiers soins, les enfants, dès l'origine. Voilà. Mais, vous voulez répondre ? Oui, alors votre intervention est importante, hein, monsieur. Parce qu'effectivement, d'abord, aujourd'hui, par exemple, de plus en plus de projets de recherche incluent les patients. Incluent les patients dans le projet de recherche. Avec des patients. Alors, c'est pas qu'un artifice, si vous voulez, parce qu'effectivement, reconnaître l'intérêt de patients acteurs de la recherche, partenaires de la recherche, partenaires, hein, pas uniquement sujet de recherche, mais partenaires du projet de recherche, c'est reconnaître l'intérêt pour le développement, comme vous dites, des résultats, des données qui peuvent à la fois nous apporter, mais aussi reconnaître que l'intérêt de leur point de vue dans la manière de construire les protocoles et dans la manière d'analyser les résultats. Donc je trouve que voilà, vous faites bien de réagir. Merci. Bonjour, docteur Inesta. J'ai vu avec plaisir que vous disiez aux gens présents dans la salle qu'il fallait se rapprocher dès le début des DRCI. Ça semble un peu difficile sur le terrain pour un simple infirmier d'aller voir une DRCI, d'autant plus que de plus en plus souvent, elles imputent des frais dès qu'on commence à réfléchir. Donc ça, c'est une petite remarque au passage. Il n'empêche que dans le cadre de la tarification de la psy, il y a une enveloppe qui est prévue au niveau de chacune des régions pour monter, semble-t-il, des structures qui viendront au soutien des établissements psy. En tout cas, c'est l'état d'avancement, me semble-t-il, de la task force. Est-ce que vous veillerez au niveau de la DGOS pour que ces structures qui doivent venir en appui des gens qui travaillent sur le terrain soient réellement ouvertes aux infirmiers et aux autres paramédicaux ? Alors normalement, ces structures ne sont pas fermées, y compris les DRCI. Et avec les chiffres de 10 ans de programmation infirmière et paramédicale, il ne faut pas avoir honte d'aller voir sa DRCI. Certes, au moment de déposer un projet, je connais la réalité du terrain. On est tout seul avec son dossier, contre généralement 10 à 15 PHRC qui arrivent par-dessus. Mais ce n'est pas un discours entendable. Et les chiffres le montrent. Ce programme a un poids. Donc, il faut jouer des coudes. Peut-être qu'en termes d'organisation, en général, quand vous montez votre projet, ça fait longtemps qu'il est réfléchi, qu'il est mûri. Et il faut peut-être aller encore plus précocement auprès de ces structures-là pour l'aide au montage de projets. Quitte à éventuellement le mûrir une année de plus et pas le déposer si vous sentez que le soutien n'est pas suffisant. Mais ce sont des structures qui sont ouvertes à toute personne voulant déposer un projet de recherche. Et donc, il y a les relais par les GIRSI, j'insiste, parce que vous avez des méthodologistes qui sont mis, par exemple, à disposition des structures GIRSI et qui sont là pour avoir un regard sur votre projet de recherche que vous avez déjà mûri et qui sont des regards extérieurs. Et souvent, avoir un regard extérieur quand on est le nez dans son projet de recherche, c'est très important. Voilà. Ouais. Quant à veiller à ce que ces structures soient ouvertes, nous, on y veille parce qu'on a un certain nombre de fonds qui sont proposés à ces structures pour l'aide au montage de projets. Donc, ça fait partie de leur mission. Donc, c'est là où on peut le vérifier. Voilà, merci Aline Guercy, merci à vous pour vos questions.